Les terroristes font toujours la politique du pire. C'est que ça te rapproche plus d'Allah. On va surfer sur la vague du terrorisme islamiste. Ils veulent aller jusqu'où? Douter de tout pour ne plus douter du tout résume une partie de la question. Je n'ai pas parlé de complot, mais j'ai des questions en suspens. New York, 11 septembre 2001. Devant nos yeux incrédules s'effondrent les tours jumelles et avec elles nos espoirs suscités par la chute d'un mur à Berlin. En ce début de 21e siècle, notre monde bascule dans un nouveau temps, celui du terrorisme mondialisé. Un monde où le djihadisme tue tous les jours, rongeant les bases de nos sociétés ouvertes et démocratiques. Des assassins qui haïssent nos libertés et qui veulent nous contraindre à changer notre manière de vivre et d'envisager l'avenir. Certes, ça n'a pas la joie de faire couler du sang, même si cela fait plaisir de voir de temps en temps du sang de mécréants, le sang du mécréant couler, car nous avons été éduqués, nous avons grandi en voyant par la télé ou dans le monde entier, en voyant le sang des musulmans couler depuis des décennies. L'idée d'un complot islamophobe mondial qui justifie le djihadisme est une idée qu'on trouve à peu près partout aujourd'hui dans les textes qui théorisent le djihadisme. L'idée d'un complot judéo-croisé contre l'islam et les musulmans est totalement banalisée dans tous les textes djihadistes, de quelque obédience qu'ils soient. Autrement dit, le complotisme est devenu un permis de tuer ou un passeport pour un massacre des ennemis absolus. Depuis les assassinats perpétrés par Mohamed Merah à Toulouse et à Montauban en mars 2012, le terrorisme islamiste a frappé lourdement et à de nombreuses reprises sur tout le territoire français. Charlie Hebdo, Montrouge, Hypercacher, attentat du 13 novembre à Paris, Saint-Quentin-Falavier, Thalys, Magnanville, Nice, Villejuif, Saint-Étienne-du-Rouvray, Aéroport d'Orly, Notre-Dame de Paris, Champs-Élysées, Carrousel du Louvre, Levallois-Perret, Marseille-Saint-Charles. Une liste macabre dont rien n'annonce malheureusement la fin. Dans le sillage de la plupart de ces attentats, les théories du complot les plus folles fleurissent instantanément sur la toile et se propagent rapidement à travers les réseaux sociaux. La mythologie complotiste s'impose comme un outil de recrutement tristement efficace. Vous nous avez opprimés, vous avez combattu notre religion, vous avez insulté notre prophète. Entre vous et nous, l'inimité et la haine sont apparues jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Deux types de discours conspirationnistes s'imposent. Apparemment contradictoires, ils sont fondamentalement liés, comme les deux faces d'une même pièce. Le premier discours revendique le crime au nom d'un prétendu complot des chrétiens et des juifs contre l'islam. Il constitue le principal alibi de la terreur djihadiste. Il y a cette croyance en une complicité entre chrétiens et juifs contre l'islam. Comme si les chrétiens et les juifs avaient intérêt, peut-être parce qu'ils ont un livre commun, qui est la Bible, Nouveau Testament, Ancien Testament. Donc il y aurait comme une espèce de complicité naturelle entre juifs et chrétiens d'un côté et contre les musulmans de l'autre. Et c'est une espèce de mythe comme ça qui est entretenu par des imams, par des prédicateurs, qui fait que cela entretient cette paranoïa.
C'est un complot séculaire contre l'islam, apparu déjà dans les premiers temps de l'islam, un complot qui était mené tour à tour par les croisades, par les croisés, puis par Napoléon lorsqu'il envahit l'Égypte, puis par Karl Marx. Le communisme est un enfant de ce complot, Marx était juif, et ainsi de suite, jusqu'à Atatürk, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Netanyahou, Bush, etc., le Mossad, la CIA. Bref, tout cela, le complot mondial, c'est l'antéchrist, traduisons en arabe, le Dajjal. Profondément ancré dans l'imaginaire de l'islam radical, la croyance que les chrétiens et les juifs fomentent en permanence des conspirations contre les musulmans a fini par devenir une justification implicite au passage à l'acte terroriste. وكنت أقول إن أموالنا يأخذها الأمريكان ويعطوها اليهود فيقتلوا بها إخواننا في فلسطين. فهذا فرض عين وهذا فرض عين وفروض أعيان كثيرة جدا في الجهاد. وفي الجبهة التي أنشئت قبل بضع سنين كان عنوان ومسمى الجبهة الإسلامية للجهاد ضد اليهود والصليبيين. Le terrorisme a besoin de justification, a besoin de légitimation, comme les totalitarismes avaient besoin également de justification. Les massacres chez les humains ont toujours besoin de justification et de cadres interprétatifs permettant de leur donner un sens. Même les djihadistes recherchent du sens et veulent un monde ordonné où leurs crimes puissent avoir un sens et puissent avoir une valeur de rédemption. Travaillez en France. Laissez-les ne pas dormir. Laissez-les dans le stress. Laissez-les dans l'insécurité. Il y a des armes, il y a des voitures, il y a des cibles prêtes. Tuez-les, crachez-leur sur le visage, écrasez-les avec vos voitures. À partir du moment où vous identifiez des catégories de la population comme étant coupables, et ô combien coupables, et de quel meurtre, il est normal que vous diffusiez l'idée qu'il faut les punir, encore une fois, et que cette idée de punition, elle peut aller jusqu'au massacre. Donc voilà le danger. D'une façon générale, quand on trouve que l'effet est mauvais, une bonne solution, c'est de supprimer la cause. Et quand cette cause-là, c'est une catégorie de la population, vous voyez bien à quel type d'exaction cela peut conduire. L'idée que l'islam est assiégé, que les musulmans sont attaqués, structure profondément la vision du monde des islamistes. Cette conviction est le socle commun de toutes les tendances de l'islam radical. Elle prend sa source dans une histoire séculaire et dans des textes sacrés du monothéisme que des prédicateurs n'hésitent pas à détourner à leur profit. Serpent, race de vipère, Jésus lui-même craint les Juifs et sait qu'ils cherchent à le tuer. Donc c'est un passage qui, nous autres musulmans, nous rappelle des versets du Coran qui nous disent « Dis pourquoi avez-vous tué les prophètes auparavant si vous étiez croyants ?» Il y a à l'évidence aussi une espèce de croyance au sein de la communauté musulmane. C'est de considérer que déjà du temps du prophète, des Juifs ont essayé d'assassiner Mahomet. Il y a aussi l'idée que les Juifs n'ont pas accepté le prophète Mahomet. Vous savez, c'est exactement comme les chrétiens, pendant des siècles, ont perçu les Juifs comme déicides. Ils n'ont pas accepté le Christ, ils l'ont même tué, donc voilà. Et bien chez les musulmans, on retrouve un peu la même idée, que les Juifs ont voulu tuer le prophète, ils ne l'ont pas reconnu en tant que prophète, donc ils sont dans l'erreur, puisqu'ils sont les ennemis du prophète Mahomet, etc., etc. Le djihadisme terroriste d'aujourd'hui est à la fois messianique et complotiste. Et ces deux dimensions seront le soubassement profond de ce mouvement, de ce dispositif. Or, les schèmes et les fantasmes du djihadisme, ils sont beaucoup moins dans le Coran que dans toute une mythologie à la fois complotiste et apocalyptique, qui ne sont pas dans les textes canoniques de l'islam, mais qui sont greffés dans la tradition de l'islam, qui produisent ce que j'appellerais l'imaginaire de la terreur. Et c'est un imaginaire qui est très proche de celui qui a conduit autrefois à la chasse sorcière et au XXe siècle, à la Shoah et aux exterminations nazies. C'est quelque part le même imaginaire, ce sont les mêmes schèmes qui de siècle en siècle réapparaissent pour semer la terreur et la mort.
L'histoire est pleine de croyances et de fantasmes complotistes dans lesquels l'antisémitisme occupe une place de choix. Mais c'est au début du siècle dernier que le mythe du complot juif va prendre son essor, notamment avec la diffusion à l'échelle planétaire des protocoles des sages de Sion. Ce faux document, fabriqué par un agent de la police secrète du tsar Nicolas II, se présente comme un programme de conquête du monde par les juifs et les francs-maçons. Dès les années 1920, la vision paranoïaque colportée par ces protocoles se répand dans tout le Moyen-Orient. Encouragée par la propagande nazie ensuite, puis stimulée par les conflits israélo-arabes après la création de l'État d'Israël, la diffusion de ces protocoles s'étend au Moyen-Orient, imprégnant profondément l'idéologie islamiste. Avec les Juifs, c'est toujours pareil, ils déforment toujours la vérité. Et ce livre se vend beaucoup ? Pas seulement beaucoup, mais par millions, avec plusieurs éditions dans le monde entier. Sur la base de ce double héritage, un héritage interne, la tradition musulmane, voyant des juifs comploteurs contre le prophète, voulant attenter à la vie du prophète, etc. Et d'autre part, du transfert culturel du modèle européen chrétien d'origine du complot juif mondial, on a abouti à l'idée d'un complot sioniste mondial. Voilà. Et ce complot sioniste mondial est devenu, en quelque sorte, s'est intégré dans la vulgate de toutes les formes d'islamisme radical, avec l'ayatollah Khomeini, qui reprend ce que Al-Banna ou le grand mufti de Jérusalem avait fabriqué. Les juifs veulent anéantir l'islam, voler les terres musulmanes, pas seulement d'ailleurs les terres palestiniennes, et veulent contrôler le monde. Voilà. Les gens votent et pensent être libres, mais il y a quelqu'un derrière qui dit gauche, droite. Et cela, c'est quelque chose qui dépasse les frontières de tel et tel pays aujourd'hui. Donc il y a des gens qui sont puissants parce qu'ils représentent les lobbies financiers. Ils peuvent agir au niveau politique, au niveau médiatique, au niveau culturel. Ils peuvent orienter dans une forme de pensée unique les nations. Et ce qui est grave, c'est que cette pensée unique, elle va dans le sens d'élever très haut le projet sioniste et de condamner sans distinction tout ce qui relève d'un islam qui est engagé. Ce problème du complot des sionistes ou des juifs ne touche pas que les musulmans. Il touche un peu tout le monde, même en France. Sachez-le. Moi, j'ai entendu des Français de pure souche, qui y en a certains qui ont dit que ça m'a choqué. C'est pas bien ce qu'il a fait à ton frère d'avoir tué des enfants, même malgré qu'il soit juif. Malgré qu'il soit juif. C'est pour vous dire. Et c'est un Français de pure souche et qui m'a dit ça. Et c'est pas une. Il n'y en a pas qu'un seul qui m'a dit ça. Sachez-le. Sachez-le. L'antisémite ne vient pas que des Arabes. Faut pas oublier de le dire. Il vient de toutes parts. De toutes parts. Et ils se servent, encore une fois de plus, du problème israélo-palestinien qui se passe là-bas. Arrêtez de dire c'est les musulmans qui ont tué. Les musulmans, ils ont tué personne. Déjà, vous êtes en train de parler, il a oublié sa carte d'identité. Même un petit voleur, il n'aurait pas oublié sa carte d'identité dans un supermarché. Faut arrêter de prendre les musulmans pour des imbéciles. Vous vous insultez le prophète, en fait la chose la plus sacrée pour 1,5 milliard dans le monde, et après vous voulez que les gens ferment leur gueule. Mais nous, on n'a insulté personne, on n'a tué personne. Mais c'est pas les musulmans qui l'ont fait. Montrez-nous leur visage, comment faire. Parallèlement au mythe du complot contre l'islam, rayonne un deuxième type de discours conspirationniste, celui du terrorisme fabriqué. Plus attractif, plus moderne, parce que pseudo-scientifique, il partage avec l'islam radical ses obsessions anti-occidentales et anti-juives. On pense que tout ça, c'est fait pour stigmatiser l'islam et le salir afin d'éloigner les gens des musulmans. Pour les tenants de cette théorie du complot, tout ne serait que mensonges destinés à nous manipuler. Les guerres, les révolutions et les crises économiques seraient fomentées et orchestrées par des puissances cachées. Mohamed Merah serait un agent provocateur des services secrets français. Daesh serait téléguidé en sous-main par la CIA et le Mossad. La plupart, sinon la totalité des attentats islamistes, ne seraient en fait que des false flags, des opérations sous faux drapeaux,
destiné à attiser le ressentiment contre l'ensemble des musulmans installés en Europe. Le rétroviseur des frères Kouachi, il n'a pas la même couleur dans une vidéo, dans une autre. Le policier Ahmed Merabet, tué par un des frères Kouachi, il saigne pas, donc etc. Là, on a affaire, voilà, je dirais, au complotisme basique, au petit manuel du complotisme de base, le petit kit complotiste consistant à traquer sans cesse des incohérences dans le discours officiel, à chercher des indices sur un fond de doute méthodique. Là, il y a une dimension pseudo-scientifique, pseudo-rationaliste, moderne, mais c'est profondément au service du grand mythe, du grand thème complotiste de fond, à savoir le grand complot contre l'islam mené par des forces diaboliques, mené par le diable lui-même ou par le messie imposteur. Moi, à l'époque de Khaled Kalkal, on disait, il a été tué gratuitement, c'était pas lui. Ils ont inventé, je m'en souviens, ça c'est des petits trucs qui venaient. La seule chose, la différence entre Khaled Kalkal et Mohamed Merah, c'est Internet. Internet est, comment vous dire, une rumeur qu'on peut vite prendre de l'ampleur. Contrairement à notre époque, qui était du téléphone arabe, on va dire, basique. Le temps qu'il arrive jusqu'au fin fond du monde, la thèse du complot est vite démontée, contrairement au jour d'aujourd'hui. La thèse du terrorisme fabriqué consiste principalement à faire diversion. C'est-à-dire à canaliser l'attention du public vers de faux ennemis, de fausses menaces. Et donc de minimiser, voire de rendre aveugle aux menaces réelles. Bien sûr, il y a une manipulation. Voyez-vous, le conspirationnisme consiste à voir du secret de la manipulation partout, mais la manipulation conspirationniste existe. باريس مرة ثانية في نفس العام تهتز على وقع عمليات مدانة بكل المقاييس. الإرهاب الموجود حاليا هو مفتعل مصنوع ماركة مسجلة مايد إن اس صهيوني صفوي صليبي. لماذا؟ لتحقيق مجموعة من المصالح ضد أمة محمد وحشد العالم وضر الرماد في عيون الناس حتى يشتبه عليهم هذا الأمر. Quand on défend une cause avec beaucoup de fièvre et de passion, s'il y a un élément qui tend à faire une tâche sur cette cause, à entacher cette cause de malignité ou de cruauté ou d'inhumanité, on va dire, on va essayer de l'écarter. Alors ça vaut pour l'islamisme, et donc les gens qui sont plus ou moins indulgents ou sympathisants de cette cause vont dire mais non, c'est pas eux, ça a été monté, c'est une provocation. Ou alors oui, ils l'ont fait, mais c'est un agent provocateur. Ou ils ont été conduits à le faire, on les a conduits dans un piège. Vous savez ce que c'est un agent provocateur? C'est un homme qui travaille pour des services de renseignement d'un pays qui est censé rentrer dans une cellule, attiser la haine et pousser à l'action. De l'intérieur de service. Qui a intérêt à utiliser des musulmans ou qui a intérêt parmi les musulmans à entretenir ce climat de terreur? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Et qu'on ne vienne pas nous dire « Ah voilà, vous êtes dans la théorie de la manipulation ». Non, on regarde les faits. Et les faits sont là. On nous l'a dit, c'est écrit, il y a des gens qui aujourd'hui ont intérêt à entretenir ce climat de terreur. Nous savons bien que les terroristes font toujours la politique du pire, qu'ils sont des agents provocateurs de ces politiques qui vont rajouter de l'exclusion à l'exclusion, de la peur à la peur, de la terreur à la terreur. Voilà ce que je suis venu vous dire. Edoui Plenel a tenu ses propos lors d'une conférence avec Tariq Ramadan à Brétigny-sur-Orge le 17 janvier 2015, une dizaine de jours après les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère de Vincennes. Beaucoup de jeunes aussi, malheureusement, ils disent que Mohamed a été utilisé par la police ou par Sarkozy pour se faire réélire. Voilà, ça c'est vrai. Ça se joue beaucoup. Et même des adultes, quand ils me reconnaissent, ils me disent « T'es le frère Mohamed Merah ?» Je lui dis oui. Ils me disent « C'est pas lui qui a tué. C'est pas lui. » Bien sûr que c'est lui. C'est lui. Il faut arrêter de dire ça. Parce que vous dites ça à Mohamed Merah, en vie aujourd'hui, il vous tue.
Le 19 mars 2012, le fils et les 2 petits-enfants de Samuel Sandler ont été assassinés par Mohamed Merah à l'école Ozar Hatorah de Toulouse. Comme M. Sandler, de nombreuses victimes ou familles de victimes d'actes terroristes ont vu la réalité de leur deuil niée par des théories du complot qui exonèrent les tueurs de la responsabilité de leurs crimes. Comme une double peine. Quand je suis arrivé à l'école, j'avais une seule obsession. Dans ma tête, s'est passé quelque chose de grave à l'égard de mes enfants. Je voulais voir mes enfants. Une voiture de police m'a accompagné dans un hôpital. Et là, j'ai attendu jusqu'au soir. Je voulais voir... j'ai pu voir encore mon fils, embrasser mon fils. J'ai vu ça sur Internet. Qu'une professeure d'anglais du lycée Jean de Sailly avait mis en cause le décès de mon fils et de mes 2 enfants, disant qu'il n'y avait aucune preuve qu'il y avait des corps dans les cercueils. On va tout de même jusqu'à douter que dans les cercueils, il y ait eu des enfants. Ce sont des propos carrément obscènes. On n'a pas... D'abord, on est dans un état de droit. Certainement, j'ai tous les certificats, mais en aucun cas, je présenterai le moindre certificat. Ça sera baissé à un niveau terrible, inqualifiable de devoir encore se justifier de pareil acte. On est dans un état... Enfin, la police était là, elle a très bien fait son métier, un point, c'est tout. Le 13 novembre 2015, Abdallah et Béchir Saadi ont perdu leurs sœurs Oda et Halima. Elles étaient attablées à la terrasse du bar La Belle Équipe. Mes sœurs étaient là, ce soir-là. Ils auraient pu taper sur la terrasse à côté. Ce qu'on a subi, nous, la famille, il y a des gens qui le subissent tous les jours, quoi. On se rend compte que tous les jours, il y a des familles qui sont touchées par ce fléau-là, quoi. Des fois, on le prend un peu entre parenthèses. Quand on allume la radio et on écoute, ouais, il y a eu un attentat là. Un attentat, c'est des morts, quoi. Des familles brisées. Je ne crois pas à la théorie du complot, mais comme je ne suis pas là à prendre l'information telle qu'elle m'est présentée aujourd'hui, on ne sait pas réellement ce qui se passe. Et c'est vrai que, pour le coup, à notre niveau, je me dis on est triplement, voire quadruplement victime, dans le sens où c'est notre pays qui est touché, déjà. Donc ça, c'est quand même... Voilà, c'est quelque chose d'affreux. Nos sœurs qui sont touchées, nos amis, je vous raconte même pas, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est notre appartenance religieuse qui est touchée également, parce que derrière tout ça, qui est-ce qui a été pointé du doigt? Clairement, c'est les musulmans. Le 9 janvier 2015, Michel Catalano a été retenu en otage pendant plusieurs heures dans son imprimerie de Dammartin en Goële par les frères Kouachi, auteurs du massacre de Charlie Hebdo. C'est là que je les ai vus surgir devant moi. Et je dis bien surgir parce que c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Ils sont arrivés face à moi et ils m'ont dit vous nous reconnaissez? Et donc là, j'ai eu un pas de recul. J'ai dit oui, je vous reconnais. Et à chaque fois qu'ils me parlaient, j'ai pris toujours du temps pour bien le regarder. Mais effectivement, je n'interviens pas, sauf quand ils me posent une question. Êtes-vous juif? Là, je réponds. Ça m'a étonné, puisqu'on m'a posé la question, est-ce que je peux vous poser une question? Je dis, allez-y, j'y répondrai, est-ce que si je me sens en mesure d'y répondre? Ils m'ont dit, mais c'était vraiment eux ce jour-là? Parce qu'on entend dire que c'était pas vrai, quoi. Et donc j'ai été étonné, parce que c'est la première fois que cette théorie, en tout cas, pouvait me traverser l'esprit. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a la possibilité que des gens imaginent que ce n'est pas vrai ce qui m'est arrivé, en fait. Qu'ils n'étaient pas chez moi, que ça s'est pas terminé chez moi, enfin chez moi dans mon bâtiment, ce jour-là, etc. Et que finalement tout ça est un montage.
J'ai débattu avec des complotistes. J'ai passé beaucoup de temps, même. Notamment autour du 11 septembre. Le problème, c'est qu'ils sont pas rationnels, en fait. Ils ont l'apparence de la raison, parce qu'ils ont l'argumentation extrêmement fournie, un luxe de détails, une connaissance approfondie des faits. Donc c'est un exercice pénible, physiquement pénible, parce que ça peut durer 2 heures, 3 heures, 4 heures. Bienvenue sur le plateau de Ce Soir ou Jamais, avec comme invité ce soir Alain Soral. Vous êtes l'auteur de ce Bonsoir de données. Bonsoir. Vous êtes un humoriste. Michel Colomb, toutes ces guerres, y compris... Tariq Ramadan. Entre débat d'idées et provocations, avec le concours de quelques figures médiatiques complaisantes, les conspirationnistes maîtrisent parfaitement les codes de la société du spectacle. J'accueille Thierry Messant. Et vous faites des découvertes qui sont assez terrifiantes. Peut-être la plus grande manipulation de l'histoire, on pourrait dire, d'une certaine façon. La thèse de Thierry Messant, si elle avait subi le sort que subissent habituellement ce genre d'élucubration, elle aurait dû rester confinée au cercle complotiste classique. Ce qui s'est passé, c'est que il a été invité en toute connaissance de cause sur une chaîne à 1 heure de très grande écoute, par l'animateur Thierry Ardisson, qui lui a servi la soupe, qui lui a permis de s'exprimer longuement sans le contester. C'est-à-dire, c'est vraiment... il lui a offert un plateau, quoi. Dans un mélange de divertissement et d'arrière-pensée militante, il trouve chez certains journalistes vedettes d'utiles compagnons de route. Je pense que le travail se fait petit à petit. Au début, c'est tellement énorme à avaler l'idée que peut-être ils sont pas totalement étrangers à la chute de ces tours, soit qu'ils les aient fait tomber eux-mêmes, soit qu'ils aient laissé faire parce que ça servait un plan. Je dirais que moi je suis d'ailleurs plus proche de cette deuxième version. Nous sommes des millions à avoir des doutes. Il y a des milliers de spécialistes qui se sont regroupés et qui travaillent main dans la main pour comprendre ce qui s'est passé. Et ils ont trouvé. Ils savent. Écoutons-les. Ils peuvent aussi compter sur ces conspirationnistes amateurs qui ont fini par y prendre goût. Le conspirationniste moderne et contemporain part des faits et se met à critiquer, non pas les faits, mais les versions officielles des faits. Le fait qu'ils soient officiels joue contre le compte-rendu, aussi sérieux soit-il, il lui suffit d'être officiel pour être disqualifié. Mais d'où viennent-ils? Qui sont-ils, ces manipulateurs qui répandent leur colère et leur haine à travers la toile? On les trouve d'abord sur ces chaînes de télévision qui déversent les propagandes des États qui les soutiennent et les financent. Sur celles aussi nombreuses des pays musulmans. بسملة انتي تعرفي اليهود؟ بتحبيهم؟ لا ما بتحبيهمش ليه؟ كده عشان هم ايه؟ هم قردة وخنازير عشان هم قردة وخنازير؟ مين قال عليهم كده؟ ربنا قال عليهم فين؟ في القرآن. Ces chaînes satellitaires jouent un rôle au moins aussi important qu'Internet, et je dirais plus important qu'Internet, parce que ce sont quand même des familles où Al Jazeera est présent en permanence, la chaîne Iqra, voilà, ce type de chaînes-là qui font partie du quotidien familial depuis de très nombreuses années. Et en réalité, ce qu'on voit là, ce qu'on appelle radicalisation, ce qu'on voit, ça n'est que la partie visible de l'iceberg. Je veux dire, personne ne se radicalise en ayant vu 3 vidéos, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, faut arrêter. On a des processus de très 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 longue date. Très longue date. Et ça n'est que l'explosion d'un très long processus, en réalité, ce qu'on voit. Ils viennent de partout, et surtout des extrêmes. De gauche ou de droite, laïcs ou religieux, ils se retrouvent toujours sur les mêmes obsessions. Les frères Kouachi ont l'air de tomber du ciel. En réalité, ils ont été armés, formés militairement, endoctrinés par M. Fabius et ses amis. Le terrorisme, c'est d'abord un fait étatique. C'est d'abord le fait de services de renseignement. On infiltre les milieux radicaux, qu'ils soient d'extrême droite, d'extrême gauche, islamistes, tout ce que vous voulez.
Alors, je veux dire, on se fout de la gueule du monde avec les terroristes, entre guillemets, qui servent à nous terroriser, nous. Mais les terroristes, là, en l'occurrence, c'est les gouvernements. Les rabbins, les religieux, les curés, les évêques exploitent les petites gens en leur prenant leur fric, en abusant de leurs femmes. Ceux qui ont le pouvoir, quel que soit le pouvoir, ont toujours déclaré en majorité la guerre à qui? Aux prophètes. Tout complotiste, quelque part, est quelqu'un qui met en jeu la question de la souveraineté, la question du pouvoir. Le djihadisme est aussi un mouvement qui vise à la souveraineté, au pouvoir mondial. Il y a derrière un rêve fou sans doute, mais un rêve de créer un califat qui sera un califat mondial, qui va s'emparer de Rome, qui va s'emparer de l'Europe, qui vaincra l'Amérique et qui établira la domination mondiale des vrais croyants unis derrière un pouvoir souverain absolu. Prévisible jusque dans l'infamie, ils nient ou minimisent la responsabilité des terroristes face à leurs crimes. Leurs soutiens financiers sont toujours opaques, mais leurs intentions sont claires et leur bouc émissaire ne change jamais. Les complotistes, pour eux, le monde est extrêmement simple. Il y a le noir et le blanc. Il n'y a pas de détails, il n'y a pas de nuances, il n'y a pas de petites choses à chercher par ailleurs. Tout est expliqué, tout est rationnel. C'est extrêmement simple, c'est le monde en BD. C'est super. Et le chef des complots, c'est toujours le même, donc c'est très facile à comprendre et à suivre. Alors le chef des complots, il a deux têtes. D'abord, c'est la CIA, bien sûr, et ensuite, c'est les Juifs. Parce qu'il n'y a pas besoin d'aller gratter beaucoup chez les complotistes pour arriver tout de suite à la conclusion que tout ça est téléguidé de Washington et d'Israël. Et d'ailleurs, plutôt d'Israël que de Washington. Mais si vous voulez, les attentats du 11 septembre, ils ont été organisés par un groupe militaire à l'intérieur des États-Unis, avec des appuis en Grande-Bretagne et en Israël. Cette opération a été créée par les États-Unis et par l'État d'Israël, ensemble. L'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie et les officiers français, j'insiste, il y a des officiers français actuellement, pas il y a 20 ans, hein, il y a des officiers français et des officiers britanniques dans Daesh aujourd'hui. Le conspirationniste ne doute pas forcément de tout. Il veut douter a priori de toute forme de version officielle. C'est surtout ça qui le caractérise. Mais si vous prenez l'exemple des attentats de Charlie Hebdo, le 7 janvier, le premier jour, donc, quelques heures après le massacre, Thierry Meyssan, qui est un des acteurs bien connus de la sphère, de la complosphère, hein, c'est celui qui avait écrit l'effroyable imposture sur le 11 septembre, Thierry Meyssan prend sa plume et écrit sa lecture des attentats. Il commence à douter d'un certain nombre d'éléments. Et il dit, mieux vaut tourner son regard vers Tel Aviv et Washington. Ce qui veut dire qu'il ne doute pas de tout. Il a une représentation déjà préalable des événements. Il a un cadre intellectuel. Et de ce cadre-là, il ne semble pas douter. Il semble tellement peu douter qu'il semble déjà savoir quelques heures même après les attentats. Donc je dirais que ce serait faire trop d'honneur aux conspirationnistes de dire qu'ils ont un doute bien placé et qu'ils suspendent toujours leur jugement. Les islamistes eux-mêmes, très curieusement, ont intégré la critique occidentale, d'extrême gauche ou d'extrême droite d'ailleurs, il n'y a pas de différence fondamentale, qui consiste à mettre en doute la réalité et les comptes rendus, disons, officiels, mais enfin largement consensuels, des attentats attribués aux islamistes. Il y a ces imams de référence, ces prédicateurs policés proches des frères musulmans se revendiquant d'un islam engagé. Ceux-là n'en finissent pas, comme ils disent, de poser des questions, tout en suggérant toujours les mêmes réponses. Pour nous, ces attentats, il y a 1000 points d'interrogation. Vous remarquez que tous ces gens-là qu'on accuse justement de terrorisme, ces jeunes gens, d'abord, ils ont des liens un peu étranges avec les renseignements, et ensuite, avant qu'ils aient pu témoigner ou parler, ils sont éliminés. There are many questions that we still have to ask, because, you know,
For example, what happened in September 11, what happened in Madrid, what happened in London, and now what is happening in France. We have to condemn, but we should not be naive. We should go deep in questioning. C'est exactement le mécanisme qu'a mis à jour Pierre Vidal-Naquet sur le négationnisme des camps de concentration. C'est-à-dire qu'il a expliqué comment le pointillisme total arrivait à semer le doute. Et donc c'est toujours la même chose, c'est-à-dire vous prenez un aspect marginal, adjacent, et puis vous dites ça c'est faux. Alors, les choses, c'est vrai. Le grand jeu en termes de storytelling des conspirationnistes, c'est précisément de dresser une situation énigmatique à partir des phénomènes d'actualité en disant c'est très très bizarre, n'est-ce pas? Ils vous disent toujours, moi, je ne donne pas de réponse, je ne pose que des questions, vous savez. Eh bien, ça veut dire quoi? Si je pose des questions, en réalité, ça montre la mauvaise foi que j'ai à vouloir décrire les phénomènes d'actualité comme plus énigmatiques qu'ils le sont en réalité. Ça ne veut pas dire qu'on ne pose pas de questions par ailleurs, et j'étais content d'avoir entendu Edu Plenel dire une chose qui, pour moi, je l'ai demandé déjà à l'époque de 2001, quand j'étais interpellé par le gouvernement américain, c'était de dire, je veux une enquête indépendante qui puisse me rassurer sur les faits. Parce que ce que vous dites parfois est tellement étrange que c'est une enquête. Et j'ai une enquête indépendante, qu'on n'a jamais eue d'ailleurs. Comme en Angleterre. Au point que le conseiller de Blair, une fois... C'est un monde qui est hors de la réalité, quoi. C'est des gens qui essayent de transporter une partie de l'opinion ailleurs, quoi. Ailleurs que dans le monde de l'examen candide des faits. Si Ramadan demande une enquête indépendante, il faudrait qu'il nous... C'est quoi l'enquête indépendante? Qui compose la commission d'enquête? Comment s'assurer qu'elle sera plus fiable que toutes les enquêtes qui ont été faites avant? C'est purement rhétorique, ça, c'est de la propagande. Il faudra aussi se poser la question des 4 ou 5 régions où aujourd'hui Israël est impliqué d'un point de vue de politique régionale. L'Éthiopie et l'Érythrée, le Sud-Soudan, cher à Clooney. Il faudrait que vous recherchiez ce que fait Clooney, le bel acteur. Faites très attention. Faites très très attention. Cette obsession qu'il a du Darfour et cette mise en évidence du Darfour. Novembre 2017. Tariq Ramadan est accusé de viol et d'agression sexuelle par plusieurs femmes, mineures et adultes, en France et en Suisse. Sur les réseaux sociaux, ces accusations donnent lieu à un déchaînement de prises de position complotistes, sexistes et antisémites, principalement alimenté par Tariq Ramadan et ses proches. Mis en cause pour complaisance avec le prédicateur, Edoui Plenel, fondateur et président du site Mediapart, adopte une défense qui provoque le débat. La une de Charlie Hebdo fait partie d'une campagne plus générale que l'actuelle direction de Charlie Hebdo épouse. Monsieur Valls, une gauche égarée, alliée à une droite, voire une extrême droite identitaire, trouve n'importe quel prétexte, n'importe quelle calomnie pour en revenir à leur obsession, la guerre aux musulmans, la diabolisation de tout ce qui concerne l'islam et les musulmans. Théories du complot et délires conspirationnistes séduisent un public de plus en plus nombreux, mais aussi de plus en plus jeune. 2 semaines après les attentats contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher, 25% des adolescents français approuvaient l'idée que ces attaques étaient probablement des mises en scène. Pour beaucoup de ces jeunes, les représentants de l'État, de la presse, le corps enseignant lui-même ont cessé de faire autorité. Une génération entière s'éveille à la citoyenneté sur fond de discrédit des élites politiques et de désinformation banalisée. Cette idéologie complotiste, paranoïaque, je l'ai trouvée dans la tête des élèves, hein, et particulièrement après les attentats de janvier 2015.
Le jour où j'ai décidé de quitter cet établissement, le jour où j'ai claqué la porte, c'était après un cours où une élève de terminale lettres, une lectrice de Tariq Ramadan, qui m'avait dit qu'elle adorait Tariq Ramadan, m'a dit, en me regardant droit dans les yeux et avec un regard vraiment effrayant, quoi, Monsieur Zitouni, les frères Kouachi ne sont pas aussi fous que vous le dites, et les gens de Charlie Hebdo ne sont pas aussi innocents que vous le dites. Je pense que c'est pas arrivé comme ça. C'est obligé que ce soit un complot, parce que... Pourquoi deux musulmans iraient attaquer Charlie Hebdo en claquant des doigts? Alors que cette histoire, elle date d'il y a 9 ou 6 ou 9 ans. Moi, je pense que c'est un complot de l'État français. On croit ce qu'il y a à la télé, mais ils ne disent pas tout. Et en gros, tout ce qu'ils ne disent pas, c'est dévoilé sur Internet. Ouais, moi, c'est vrai que je trouve pas ça normal qu'il y ait des vidéos qui atterrissent choquantes sur le net et qu'on retrouve pas dans les médias de tous les jours. Pourquoi? La complexité du monde est telle, décrypter la complexité du monde, et c'est tellement compliqué pour ces jeunes, et ils sont soumis à un tel afflux d'informations, maintenant qu'ils sont tous connectés avec le monde entier, et avec des informations qui viennent du monde entier, que c'est très difficile pour eux de faire la part des choses et de décrypter ce qui se passe autour d'eux. Donc, il y a des théories du complot qui circulent sur tout, et ce sont des théories très simplificatrices, qui ont le mérite d'entrer dans le système de croyance habituel des jeunes sur le bien, le mal, le bon, le mauvais, le juste, l'injuste. Donc, ils ont cette propension à tomber à pieds joints dans des théories du complot. Quand on analyse, par exemple, certains textes de Hani Ramadan, dont je parlais tout à l'heure, de Tariq Ramadan, et donc les élèves du lycée Averroès, beaucoup d'élèves du lycée Averroès sont lecteurs de ces deux gourous des frères musulmans, eh bien, on voit bien qu'ils entretiennent en permanence ce complotisme, cette théorie du complot. Donc il y a une vraie stratégie là, moi je pense, c'est pas innocent, il y a une vraie stratégie politique. Vous voyez bien, on a des tas d'ennemis autour de nous, donc ressoudons nos rangs, resserrons nos rangs et soyons forts face à ces ennemis qui veulent nous abattre, quoi. Parce qu'ils sont à l'âge de toutes les transgressions, en pleine construction intellectuelle et émotionnelle, les jeunes, plus vulnérables, apparaissent comme les principales victimes collatérales du complotisme. Le complotisme, comme une première marche vers la radicalisation. Dans le profil du pré-djihadiste, le communautarisme en premier lieu, l'identitarisme, le victimisme, le complotisme, dont le complot anti-islam, et l'antisémitisme sont 5 discours qui sont extrêmement présents et qui, tous réunis, sont explosifs, véritablement, et nous donnent un individu mûr pour l'entrée dans le djihadisme en tant que tel. Pour les uns, ça va correspondre davantage à une vraie psychopathologie de l'adolescence, une vraie crise d'adolescence. Pour d'autres, ça va être un engagement beaucoup plus politisé, avec l'envie de se battre, l'envie d'en découdre, l'envie de participer à un combat contre la société, contre les Américains, contre les Juifs, contre qui vous voulez, mais quelque chose qui est moins psychologique et beaucoup plus identitaire. Pour d'autres, la dimension religieuse va être extrêmement importante, avec l'idée de renouer avec un djihad qui est un djihad de combat et qui est un djihad ancestral et qui, dans leur esprit, correspond à quelque chose qui a à voir avec leur filiation et avec une place qu'ils ont occupée dans leur filiation. La famille est un terreau extrêmement important parce qu'ils grandissent avec des propos qui sont présents à la maison, qui font partie de leur vie sans même parfois savoir de quoi il s'agit. J'ai une jeune qui me disait que dans sa famille, elle a toujours entendu qu'il fallait pas s'allier avec les juifs, par exemple. Elle questionne tout ça et puis elle m'a dit, alors que je sais même pas ce que c'est qu'un juif réel. Mais j'ai grandi avec ça parce que j'ai regardé des dessins animés où les méchants sont les juifs. Ma mère, mon père me tiennent toujours ces propos-là autour des juifs. Donc je lui ai demandé
Pourquoi ? Qu'est-ce que ça venait dire ? Qu'est-ce qu'ils en disaient ? D'où ça sortait ? Elle me dit, apparemment, ils me répondent que c'est écrit dans le Coran. Cette vidéo a été postée sur Facebook par Amel Sakaou, une des complices de l'attentat déjoué à la voiture piégée à Notre-Dame de Paris le 8 septembre 2016. لقيت هاد المادة اليوم بالصدفة وانا كنحاول بغيت باش نقص منهم كانوا جاوني غلاط قلت غادي نحلهم ونقص ليهم واحد البونج باش يوليو صغار ديك الساعة يمكن ليا نلبسهم وبالصدفة وانا كنقطعهم راه نوريكم بهذا كنتفاجئ باللي فيها مادة مسرطنة. هاد المادة اللي كيديروها الصهيون اليهود كيديروها البنات المسلمين باش الله يستر يمرضوا بالكونسير. Le processus d'endoctrinement, ça veut dire être convaincu qu'on est soi-même menacé et donc on est en état de légitime défense. C'est pas moi qui attaque les autres, ce sont les autres qui m'attaquent. Ce sont toutes ces forces diaboliques, ces complots sionistes, américains, occidentaux, avec tout le mal qu'ils charrient. Ce sont eux qui m'attaquent. Donc je suis en état de légitime défense. J'ai le droit d'attaquer, j'ai le droit de massacrer parce que ce sont les autres qui me mettent en danger. Agissant comme un trait d'union entre le complot judéo-croisé et le terrorisme fabriqué, l'argument de la légitime défense est au cœur du discours que tiennent les terroristes sur leurs propres actions. Car le complotisme ne se contente pas d'accuser des innocents. Il pose aussi le coupable en victime de l'histoire, en martyr, jusqu'à le disculper de ses crimes. Après les attentats de World Trade Center, ma famille, ma mère, mes frères et sœurs, hormis Aïcha, pour eux, c'était Ben Laden qui protégeait encore une fois de plus l'islam. Et moi, j'étais choqué, je leur ai dit, vous vous rendez compte, il y a des enfants qui étaient dedans, il y a des gens qui se jetaient par la fenêtre. Je dis, comment tu peux te réjouir d'un truc comme ça? Je dis, c'est lâche. Je dis, c'est pas comme ça, si l'islam est en danger ou attaqué, c'est pas comme ça qu'on les défend. Et ma famille, après le tour de World Trade Center, pour eux, c'était l'apothéose. Surtout attaquer les États-Unis. Les États-Unis, pour les djihadistes et Daesh et compagnie, pour eux, c'est l'ennemi public numéro 1, après la France. Nous, on te dit juste qu'on est les défenseurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que j'ai été envoyé, moi, Chérif Kouachi, par Al-Qaïda du Yémen. Et vous comptez tuer encore au nom d'Allah ou pas? Tuer qui? Je sais pas. C'est une question que je te pose. Est-ce qu'on a tué des civils pendant les 2 jours que vous nous cherchez? Vous avez tué des journalistes. Non, mais est-ce qu'on a tué les civils? On tue personne, nous. Nous, on défend le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui l'offensent, là, il n'y a pas de problème, on peut le tuer. Mais nous, on ne tue pas de femmes. On n'est pas comme vous, nous. C'est vous qui tuez les enfants des musulmans en Irak, en Syrie, en Afghanistan. C'est vous, ça c'est pas nous, ça. Nous, on a des codes d'honneur, nous, dans l'islam. Oui, mais là, vous vous êtes vengé quand même. Vous avez tué 12 personnes. Sûr, parce qu'on a vengé, t'as bien dit. Parce qu'on a vengé, exactement. Voilà, tu l'as dit tout seul, parce qu'on a vengé. En tout cas, oui, j'ai senti que la façon dont ils réagissent, ils se présentaient comme des victimes, effectivement, de la situation globale. C'est-à-dire que, en fait, c'était eux qui étaient agressés, qui se défendaient. En fait, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Alors, quand je dis eux, ils parlaient au nom des gens en Syrie, en tout cas, parce que moi, ils m'ont cité la Syrie, le Yémen, enfin tous les pays où effectivement, ils ont l'impression qu'il y ait des massacres où on tue des gens, etc., des deux côtés, donc en fait, dans les situations de guerre. Et ils ont l'impression d'être, eux, agressés, en fait, et ils se défendent. Nous avons vengé le prophète, disaient les frères Kouachi, et les assassins du Bataclan, apparemment, en arrosant la foule à la Kalachnikov, ils criaient c'est à cause de la Syrie, on venge nos morts de Syrie. Voilà, donc la vengeance joue un rôle important, c'est une sorte de charnière qui fait passer la colère vers la haine. La haine provoque à ce moment-là une projection. Celui qui éprouve la haine, le sujet de la haine, tend à projeter sa haine sur l'autre.
sur le mode du je le hais, non ce n'est pas vrai, je ne le hais pas, ce n'est pas moi qui le hais, c'est lui qui me hait. Et donc là arrive à la conscience cette formation délirante, fantasme de persécution, bon, question à dire, j'ai un ennemi là, un ennemi dangereux, un ennemi féroce, moi je suis innocent, je suis pur, je fais rien, mais lui il me déteste, il veut me tuer, donc je me défends. Ce qui fait que les persécuteurs, et ça c'est un fait tout à fait étonnant dans l'histoire, mais les persécuteurs se considèrent toujours comme en état de légitime défense. Ils se considèrent comme ayant été attaqués par un ennemi très féroce, très cruel, contre lequel ils ne font que se défendre. Ce sont ces vecteurs-là, ces discours-là, et notamment le discours victimiste, qui vient transformer et qui vient augmenter, favoriser ces passages en fait de la blessure au sentiment de préjudice, au sentiment d'humiliation. Bon, une fois qu'on en arrive à ce sentiment d'humiliation, alors alimenté par tout un tas d'agents, par tout un tas d'agents qui viennent leur servir des discours, et notamment des discours complotistes pour justifier quand même tout ça. C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif? C'est pas que les non-musulmans nous détestent, ça c'est déjà fait. Ouais, ça ils l'ont déjà fait, ça. Ils l'ont fait avec le 11 septembre, ils l'ont fait avec le 18 juillet, Londres, Madrid, ils l'ont fait avec Mera. Lapsus, je me suis trompé. Ça va? Vous voyez toutes ces affaires, toutes ces pseudo-affaires, ouais, ces pseudo-attentats ont pour objectif de faire peur aux non-musulmans, pour qu'ils aient peur de l'islam et des musulmans. Mais c'est pas suffisant. La guerre, ça se fait à deux. Donc il faut maintenant mettre dans le cœur des musulmans la haine et la peur des non-musulmans. Comment? En insultant le prophète de l'islam, en brûlant des Corans. Vous entendez? Comme ça, les musulmans vont développer la haine en eux. Et c'est bon, on peut créer le fameux choc des... Oh, le choc des civilisations. Vous avez entendu? Le choc des civilisations. C'est ça l'objectif de l'islamophobie. Bouffez-vous la gueule. Moi, je vends des armes. De liberté d'expression, l'État se sert chaque jour un peu plus pour ne laisser qu'un seul côté qui peut s'exprimer, qu'un seul côté qui maîtrise les médias, qu'un seul côté qui contrôle tout. Les discriminations, les actes et discours de haine visant les musulmans en tant que tels se sont multipliés en France depuis le 11 septembre 2001. L'islamophobie s'est ainsi imposée comme un thème incontournable du débat public, au point de nourrir l'idée d'un complot islamophobe à laquelle souscriraient pas moins de 37% des Français de confession musulmane, selon un rapport de l'Institut Montaigne. Mohamed Merah, c'est moi. Comme moi, il a grandi dans un quartier. Comme moi, il est musulman. Mohamed Merah, c'est moi. Quel âge avait-il le 11 septembre? 12 ans. Un enfant en construction. Depuis, comme moi, il a subi l'incroyable campagne médiatico-politique islamophobe qui a suivi les attentats contre les deux tours. Parce que Mohamed Merah, 12 ans, c'était déjà une espèce de Ben Laden, considéré comme tel, et vice-versa. Sûrement à l'école, on lui a imposé une minute de silence pour les victimes du 11 septembre. Comme moi, l'école ne l'a jamais invité à se recueillir pour les Rwandais, les Afghans ou les Palestiniens. L'idée fondamentale dans cette affaire, c'est d'expliquer le passage au djihadisme par l'islamophobie ambiant. L'islamophobie qui ferait partie des structures à la fois mentales et culturelles profondes des sociétés occidentales, donc chrétiennes ou athées. On suppose que le djihadisme est une folie, et à partir de là, on dit il y a des conditions sociales d'apparition d'eux. Eh bien, c'est que ces braves jeunes gens qui passent au djihadisme, évidemment, réagissent à l'islamophobie. Donc le djihadisme est une guerre contre l'islamophobie. C'est un mode de légitimation formidable. On ne peut pas faire mieux. L'islamophobie, ce concept d'islamophobie, au sens de haine des musulmans et de l'islam, peut être utilisé
par des musulmans pour empêcher toute critique de l'islam. Et là, moi je dis non, évidemment, puisque là il y a un double piège. Hein. Donc oui, il faut critiquer l'islam. Il faut critiquer l'islam. C'est un impératif catégorique aujourd'hui au sens de Kant. Hein. Mais en revanche, ça n'a rien à voir avec l'islamophobie, au sens de haine. Et ça n'a même rien à voir avec l'islamophobie au sens de peur de l'islam. Je ne critique pas l'islam parce que j'ai peur de l'islam. Je critique l'islam parce qu'il faut que cette religion avance, parce qu'il faut que les musulmans progressent, avancent, aient plus de recul par rapport à leur religion, par rapport à leurs prophètes, par rapport, je dirais même par rapport à leur Dieu. Parce qu'il fournit aux assassins un alibi inespéré, et parce qu'il déstabilise une grande partie de notre jeunesse, le complotisme s'est imposé dans le débat démocratique. Il constitue un défi civique fondamental et nous engage à une résistance intellectuelle et morale majeure. Comment une société fracturée qui en arrive à ne plus partager la même conception de la réalité peut-elle faire face à la double menace du terrorisme et de la démagogie populiste? Comment faire reculer ensemble la séduction de la théorie du complot? C'est à ces questions qu'à l'avenir, il nous faudra répondre. J'ai entendu dire aussi que dans certaines écoles, il y avait même des minutes de silence pour l'assassin. Aujourd'hui, quand je vois les sorties d'école et que je vois des enfants de 3 ans, ça fait très mal. C'est l'incompréhension la plus totale. Comment peut-on tirer sur un enfant de 3 ans? Quand on met en doute les témoignages et ce qu'on a vécu, en tout cas la douleur qu'on peut avoir par rapport à ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de douleur en fait. Donc on n'est pas des victimes finalement. Donc ça amplifie effectivement la douleur. Parce que du coup, on n'a pas la possibilité de se reconstruire parce qu'on n'est plus considéré comme une victime, mais comme quelqu'un qui fait partie de quelque chose qui en fait engendre ce qui vient de se passer. Donc c'est pire. Ça empêche une reconstruction par rapport à une douleur. Oui. Si on n'est pas là en train de se considérer comme des citoyens français tous autant que nous sommes, forcément ça ne pourra jamais aller. Et forcément ça crée des clans. Ça crée des clans et des clans en général, hein, ils ne sont pas faits pour être amis, ils sont faits pour être rivaux, etc. Et tout ça, c'est... voilà, il y a un impact fort. Alors après, est-ce que c'est du complot ou pas? Je ne sais pas, mais je suis persuadé qu'il y en a qui ne sont pas pour la paix. Ça, c'est une évidence. Je crois que les dispositifs de persécution, et le complotisme en fait partie, reposent toujours sur une falsification fondamentale, sur une illusion fondamentale. Et c'est important de le souligner, puisque ces gens se présentent toujours comme des démystificateurs, comme des gens qui ont la vérité cachée et qui vont donc démasquer, démystifier les mensonges du pouvoir. Non, ce sont eux qui sont dans la mystification. Et cette mystification, ce leurre, ce mirage, est constitutif de leur position, constitutif de leur discours. Donc il n'y a pas de bon complotisme, il n'y a pas de vrai complotisme, il n'y a pas de complotisme authentique. Le complotisme est un piège au service d'un dispositif de terreur, toujours.